Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la présentation des entraîneurs. Cet épisode sera avec Loïc Cambérou, qui est à la fois entraîneur mais aussi manager général du club. Bonjour Loïc. Bonjour Théo. Alors Loïc, peux-tu te présenter personnellement puis professionnellement et nous exposer ton parcours en handball? Eh bien écoute, Loïc Cambérou, 39 ans, 2 enfants, aussi handballeur. J'ai commencé le handball en club en 1993. J'ai démarré par l'UNSS, moi aussi, avec Madame Dalbos, et qui m'a amené très vite vers le club. Ensuite, j'ai fait toute ma formation de joueur ici, avec 2 ans en sport-études à Oloron-Sainte-Marie. J'ai joué avec la génération qui a fait le championnat de France moins de 18 dans les années 2000. Et puis ensuite, j'ai très vite entraîné, puisque ma première saison en tant qu'entraîneur, c'est la saison 2000-2001. Donc c'est ma 20e saison en tant qu'entraîneur aujourd'hui. J'ai été le premier salarié du club sur le dispositif à l'époque emploi jeune. Et puis ensuite, et mes envies et les envies du club, je suis parti. J'ai rejoint les Girondins de Bordeaux en 2004, où j'y ai passé 7 ans. J'ai ensuite entraîné le club d'Angoulême en D2 filles de 2011 à 2013. Je suis revenu en 2013, la saison 2013-2014 au CA Béglé. Ensuite, j'ai fait 4 brillants mois à Mérignac. Je suis reparti ensuite vers les Girondins de Bordeaux-Bastide, après, en National 2. Et puis, je suis revenu ici au club depuis les Girondins. Du coup Loïc, pourquoi avoir fait ce choix, après avoir entraîné la Nationale 2 des Girondins de Bordeaux-Bastide, d'être revenu ici dans ton club formateur à Arcachon? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est liée à une génération de joueurs que j'avais eu en moins de 13 et moins de 15. Rémi, Benjamin, Pierre, Julien, ces joueurs que j'avais eu petits, et qui étaient seniors. Les seniors galéraient un peu. Le club avait, selon les dirigeants de l'époque, un peu de mal à avancer, à se développer. Et donc sous l'impulsion de Nathalie Fourtic, qui est la première à m'avoir contacté, elle m'a fait une proposition, alors sans être professionnelle. La difficulté pour moi, ça a été ça au départ, de ne pas être pro et d'accepter de venir dans un club en tant que vacataire. C'était nouveau pour moi, mais ça m'a permis de faire d'autres choses autour, donc ça c'était assez intéressant. Mais je suis revenu ici parce que le projet global, en tout cas la volonté des dirigeants de faire monter les garçons en N3, de structurer la partie formation, m'intéressait vraiment. Et personnellement, j'avais très envie de prendre un projet à zéro et de ne plus être dans des projets de clubs de national qui ont envie de monter, mais où déjà beaucoup de choses sont faites. Donc j'avais vraiment envie de repartir de zéro, et j'avais envie de le faire dans le club qui m'avait formé et qui m'avait donné la possibilité en premier d'être pro. Loïc, peux-tu nous expliquer pourquoi tu es devenu entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné en toi? C'est une vocation? Ça a été une envie qui t'a été transmise? Voilà, peux-tu nous expliquer pourquoi? Alors le premier déclic qui vient bien évidemment de mes parents. C'est souvent dans l'éducation, je pense. Et ma mère était entraîneur de gymnastique pendant de nombreuses années à Tout pour la Patrie. Mon père était entraîneur de boxe, arbitre de boxe. Ma mère arbitrait aussi en gym. Donc j'ai parcouru les salles de gym au départ, parcouru les salles de boxe avec mes parents. Et puis après, j'ai fait une rencontre. Mon premier sport, c'est pas le hand, c'est l'aviron. J'ai fait une rencontre, celle de Jacques Morel, double médaillé olympique à l'aviron. Il a été mon premier entraîneur, je dirais mon premier vrai entraîneur de sport. Et il avait une rigueur et une capacité à toujours aller chercher plus chez les rameurs qui, moi, me fascinait. Et lui m'a donné vraiment l'envie d'entraîner, l'envie de mettre de la rigueur dans l'entraînement. Donc je pense que si par moment je suis très exigeant avec les autres, mais avec moi-même, c'est un peu sa faute à lui. Donc lui m'a vraiment donné cette envie d'entraîner. Et puis ensuite, il y a le parcours de jeune entraîneur. Quand j'ai été emploi jeune ici, j'ai très vite rencontré Gilles Giron, avec qui je travaille aujourd'hui, et qui m'a vraiment donné l'envie de faire de la formation de jeunes joueurs et de jeunes joueuses, qui m'a pendant 3-4 ans appris vraiment toutes les bases de la formation et de l'entraînement.
Jean-Sébastien Lopez aussi, qui a été mon formateur, Arnaud Villedieu à Oloron, Eric Barada, voilà. Et puis ensuite Geoffrey Cassagne au Girondin, avec qui j'ai vraiment appris le métier d'entraîneur d'adultes, le métier de responsable de centre de formation. Donc forcément, dans le parcours, il y a des rencontres avec des gens, mais je pense que je dis toujours en rigolant que j'ai toujours voulu être chef. Donc la notion d'entraîneur, pour moi l'entraîneur c'est un peu le leader du groupe. Et donc cette notion de chef, elle me suit depuis très longtemps. Je pense que c'est dans mon caractère et dans mon éducation. Donc actuellement Loïc, tu es entraîneur des seniors garçons 1 et des moins de 15 garçons. Peux-tu nous expliquer pourquoi avoir choisi ces catégories et quels sont tes objectifs avec ces catégories? Alors je vais commencer avec les jeunes, avec les moins de 15. J'ai toujours entraîné des équipes de jeunes dans les clubs où je suis passé. D'abord parce que la formation c'est très important quand on a un projet de club global. Là j'ai repris les moins de 15 après avoir entraîné pendant 2-3 ans les moins de 13 avec Laurence Lacoste. J'avais décidé un peu de mettre du recul sur les catégories jeunes pour pouvoir m'occuper un peu plus des entraîneurs. Malheureusement avec le Covid on a perdu 4 entraîneurs. Donc on a dû se réadapter et il manquait quelqu'un sur cette catégorie, des enfants que j'avais eu en moins de 13. Voilà une catégorie pour moi qui est très importante dans la formation du jeune joueur avec la catégorie moins de 13. Donc ça a été assez naturel pour moi de reprendre cette équipe cette année. Les objectifs aujourd'hui ils sont essentiellement tournés vers la notion de plaisir parce que les enfants ont besoin de jouer, ils ont besoin de s'entraîner. On l'a vu mercredi dernier, on s'est entraîné dehors au Vélodrome à Arcachon et ils étaient très contents d'être là. Donc il y a cette notion de plaisir qui va être prioritaire quand on va pouvoir reprendre l'activité pleinement. En ce qui concerne les seniors garçons, c'est ma mission prioritaire puisque un des éléments forts du projet qui va faire émerger plein de choses derrière, c'est la montée des seniors garçons en National 3. Là aussi avec cette génération de joueurs, mais bon, des joueurs comme toi, comme Baptiste, que j'ai vu plus petit. Voilà, avec un vrai potentiel d'équipe individuellement et collectivement pour monter en National 3, avec encadré par des plus anciens qui ont plus d'expérience, comme Stéphane Denave, comme Raled évidemment, comme l'arrivée là de Lucas Majot ou de Johan Specia. Donc vraiment, cette catégorie d'abord, j'aime entraîner les seniors, j'aime la compétition. C'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est de ne pas être sur un banc de touche pour manager. Même si j'adore l'entraînement, le managerat me manque beaucoup. Et autant avec des jeunes, on fait de la formation, donc ça ne doit jamais être au détriment de la formation ce qu'on propose. Autant avec des seniors, on joue pour rentabiliser. Ça, c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui le plus. Donc voilà. Et puis le club m'a recruté pour ça d'abord, pour m'occuper des seniors garçons. Avec toutes les expériences que tu as eues, que ce soit à Angoulême, avec les Girondins, à Mérignac, même à Bègles, est-ce que tu peux nous délivrer une anecdote, si tu arrives à en retrouver une qui t'a marqué, que ce soit une victoire, que ce soit une montée, que ce soit une défaite, peu importe. On aimerait avoir une anecdote si possible. Bon, c'est très difficile parce que t'imagines bien qu'en 20 ans, j'en ai plein, que ça soit le titre avec les moins de 13 et donc la génération de Pierre, Benjamin, Julien, je crois en 2002 ou 2003, à la montée ici en excellence régionale, qui reste quand même pour ici sûrement un de mes meilleurs souvenirs en tant qu'entraîneur, pour plusieurs raisons. D'abord parce que à partir de cette saison, j'avais vraiment un groupe super qui travaillait beaucoup et j'aime la force de travail des groupes, donc c'est vrai que c'était une vraie satisfaction de gagner ces barrages avec une saison très difficile. Et surtout, notre capacité d'équipe et de club de se mettre dans une configuration, pour moi, d'équipe de haut niveau, ou de bon niveau en tout cas, en allant chercher la performance. Alors notamment et surtout grâce au travail de Thibaut Troidec, que ce soit dans l'organisation de ces barrages que dans les soins pour les joueurs. On lui doit beaucoup sur ce moment-là. Et vraiment, cette sensation qu'il ne pouvait rien nous arriver. Ça, c'est des sensations qui n'arrivent pas tout le temps. Après, avec les autres équipes que j'ai entraînées, j'en ai tellement. La montée en D2 avec les Girondins reste un événement exceptionnel. Les titres de champion de France avec le comité de Gironde ou la Ligue d'Aquitaine, c'est des super souvenirs aussi.
Les quarts de finale de Coupe de France avec Angoulême, voilà, c'est des super moments, des moments drôles, des moments moins drôles. Voilà, on dit qu'on apprend dans les défaites, mais on apprend aussi dans les victoires. Donc forcément, j'ai aujourd'hui beaucoup de souvenirs. Des fois, je me dis qu'il faudrait que j'en écrive quelques-uns pour ne pas les oublier dans quelques années. Ici, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est la montée en excellence régionale qui reste mon meilleur souvenir. Il est vrai que cette anecdote marquera tout le groupe des Seniors Garçons 1 avec ce magnifique hôtel routier à Barbezieux. Merci Thibaut, c'était vraiment top. On a passé vraiment un super moment avec un très bon déjeuner le matin. Ouais. À 11h, on nous avait dit manger rien le soir, on va bien déjeuner. Non, franchement, merci Thibaut, merci à l'ensemble des bénévoles qui nous avaient permis aussi de nous accompagner dans ce barrage, qui nous ont beaucoup aidés. Je pense notamment aux Seniors Filles qui étaient venus en nombre, tous les supporters, les parents de joueurs, les amis, la famille. Qui étaient là et qui nous ont beaucoup aidés. Qui nous ont beaucoup aidé cette finale contre Montpont, donc merci à tous. Au-delà du fait d'être entraîneur, Louis, tu es également manager général du club. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste et y a-t-il une différence entre une structure comme la nôtre, qui est encore amateur, comme celle que tu as pu connaître par exemple à Angoulême où tu étais pro? Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas être dans un club sans avoir cette fonction, que ce soit de manager général ou de directeur sportif. On peut l'appeler un peu comme on veut, mais manager général, ça regroupe quand même plus de fonctions dans le club, notamment sur la notion de projet qui m'est très chère. Quand je suis revenu au club, je l'ai dit, une des choses qui pour moi était la plus importante, c'était aussi d'être investi dans la vision globale de la structure. Je pense aujourd'hui, quand on a des objectifs avec une équipe senior, là de monter en National 3, mais pour d'autres clubs ça a été le cas à Angoulême aussi où j'étais directeur sportif. L'entraîneur ne peut pas se priver de maîtriser d'autres aspects de la structure. Je crois vraiment au rôle de manager et au rôle d'entraîneur qui sont pour moi liés. Donc c'était très important pour moi de faire les deux rôles. Voilà, aujourd'hui dans le fonctionnement, cette fonction elle ne change pas beaucoup de ce que j'ai pu connaître sur le milieu professionnel. La grosse différence, c'est la gestion des RH, où je m'adresse à des bénévoles ou à des joueurs qui ne sont pas professionnels. Donc là, effectivement, c'est par moments plus compliqué. Quand tu es entraîneur d'un groupe professionnel, en fait, c'est très facile. Le plus difficile, c'est d'entraîner des amateurs. Voilà, même s'il ne faut pas, j'ai pu le voir dans le passé, notamment à Mérignac, où on peut faire des grosses erreurs de gestion de ressources humaines pro et que ça peut te coûter ta place. Mais ici, c'est quand même plus difficile de gérer des joueurs amateurs et de mobiliser tout le temps les joueurs à s'entraîner, etc., etc. Donc la grosse différence, elle est sur les RH. Maintenant, dans la fonction même et dans le développement de projet, c'est ici que je prends vraiment le plus de plaisir dans cette fonction. Du coup, Loïc, comment s'organisent les prises de décision au sein du club? Est-ce que tu as des comptes à rendre? Est-ce que tu travailles avec certaines personnes pour élaborer des projets? Voilà, est-ce que tu peux nous délivrer les secrets du club d'Arcachon-La Teste sur ce point-là? Alors bien évidemment, il y a une organisation sur la prise de décision. Je ne prends pas les décisions tout seul, même si j'impulse, je pense, une certaine dynamique et des idées. Mais donc le fonctionnement aujourd'hui, on a un conseil d'administration élu par l'Assemblée générale. Ce conseil d'administration vote pour un bureau directeur qui, dans nos statuts, a le pouvoir de prendre des décisions seul. Pour autant, les grandes décisions sont prises en conseil d'administration. Donc le fonctionnement aujourd'hui, il y a des idées qui émergent avec un groupe de 5-6 personnes, de dirigeants qui travaillent beaucoup pour la structure et qui font émerger des idées, des projets. On a modifié beaucoup de choses sur l'accueil des équipes, sur les après-matchs, sur les buvettes. Ils ont beaucoup travaillé quand on a pu reprendre le championnat sur le match de Bayonne, sur la billetterie, avec toi. Donc voilà, il y a une prise de décision qui est collégiale. Après, c'est vrai que le club m'a recruté à l'époque pour amener une nouvelle dynamique, pour amener aussi mon expérience des clubs pro, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que reproduire, alors à une échelle différente, mais on ne fait que reproduire ce que j'ai connu dans les clubs pro, dans la structuration. Même si on a des idées vraiment innovantes par moment, voilà, on reproduit les schémas. C'est pas parce qu'on est un club amateur qu'on ne peut pas fonctionner au plus proche du plus haut niveau national, par exemple, que j'ai connu plutôt longtemps. Voilà, donc la prise de décision, elle se fait collégialement. Après, les grandes décisions sont prises en conseil d'administration.
Et puis il y a des décisions qu'il faut prendre vite, qui sont prises par le bureau directeur, notamment par les 2 coprésidents. Voilà, sur mes conseils. Je vous donne un exemple, l'utilisation du vélodrome d'Arcachon la semaine dernière pour s'entraîner dehors. Bon, c'est pas une décision qu'on a fait voter en CA, c'est les coprésidents qui ont acté la proposition et qui ont fait voter cette proposition. Voilà, donc les décisions se prennent collégialement avec le conseil d'administration sur des décisions très importantes. Mais ensuite, il y a des décisions du quotidien, que j'appellerais comme ça, qui sont prises par le bureau directeur. Donc avec tes explications, on espère que les gens comprendront un peu mieux comment fonctionne le club, voir que la structure elle est mise en place et qu'elle fonctionne. Pour autant, on le sait, c'est un secret pour personne, la crise sanitaire a lourdement impacté le club. Peux-tu nous faire un point d'état aujourd'hui, en fin janvier 2021, où en est le club? Alors sur ce sujet, il y a plusieurs aspects. Le premier qui est le plus complexe, c'est l'aspect financier, puisque nous sommes passés de 120 000 € de budget avant la crise sanitaire à 90 000 € de budget l'an dernier, en faisant appel à un prêt bancaire assuré par l'État. Donc une perte financière d'à peu près 50 000 € sur la fin de la saison dernière, avec l'annulation de nombreuses manifestations, notamment une semaine avec le beach handball et l'accueil des équipes de France. Donc financièrement, ça a été très complexe. Aujourd'hui, la situation financière, elle est à l'équilibre. On va pouvoir finir la saison. Mais c'est quand même très complexe. Nos partenaires nous suivent, mais certains ont dû réduire la voilure parce qu'ils sont aussi impactés par la crise. Donc il y a un effet tournant qui est très important. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sportif. Forcément, on a bien compris qu'il y avait très peu de chances qu'on finisse le championnat et même qu'on le reprenne. Donc c'est une saison encore plus particulière que celle qu'on a vécue l'année dernière, où on n'a pas pu finir, mais où on avait quand même fait pas mal de matchs. Donc là, c'est vrai que c'est très complexe parce que les groupes, notamment seniors, se sont préparés longtemps. Nous, on avait fait 9 semaines de préparation avant de reprendre le championnat, qu'en fait on n'a pas repris. On s'est entraîné dehors, on a rejoué un match, on s'est arrêté derrière, donc c'est vrai que c'est très complexe. Aujourd'hui, la plus grande problématique par rapport à cette crise, c'est que les gens s'habituent à faire autre chose. Et donc je pense qu'on va avoir encore de la perte de licenciés, du non-renouvellement de licence. On a une perte déjà assez importante cette année sur cette saison. Bon, c'est vrai que c'est compliqué et voilà, il faudra dans tous les cas réagir, positiver et puis se reprojeter. Voilà, mais on a toujours essayé de trouver des solutions. À chaque fois qu'on a eu une fermeture de salle, on a essayé de trouver une solution en extérieur. Il faut se dire que l'activité telle qu'on l'a connue avant cette crise sanitaire, on ne la reconnaîtra pas de la même manière, à mon avis jamais. Qu'il y a des périodes où on va devoir s'entraîner dehors et ça, il faut qu'aujourd'hui les licenciés s'y fassent. Voilà, on a toujours trouvé des solutions, assuré la continuité pédagogique. Maintenant, la situation elle est la même pour tout le monde. Tous les clubs sont impactés, que ce soit les clubs pro ou les clubs amateurs. Les réponses ne sont pas les mêmes parce que nous on est à l'arrêt. Et que économiquement ça va forcément être très difficile et qu'on a besoin que nos partenaires privés nous suivent. Les mairies, les partenaires institutionnels ont maintenu le niveau de subvention cette année. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Maintenant là, écoutez, on a réduit les charges fixes au maximum. Voilà, on est dans une situation qui est compliqué, mais on va essayer de s'en sortir et surtout de se reprojeter très vite sur cette fin de saison où j'espère qu'on pourra faire des manifestations, notamment qu'on pourra faire du beach. Et puis, on l'espère, sur une situation sanitaire qui va réellement s'arranger pour septembre, sachant que là, on risque d'avoir quelques semaines quand même compliquées. En effet, oui, je vais revenir sur ces différentes coupures qu'on a pu connaître, que ce soit nous les seniors ou même les jeunes, avec par exemple fin septembre la fermeture des salles pour toutes les communes de la Gironde, avec une réouverture une quinzaine de jours après pour les municipalités hors communauté urbaine de Bordeaux. Tu t'étais exprimé d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tue pas mon club. Tu avais lancé un appel à tous les clubs de sport, que ce soit du hand, toutes les activités indoor, même outdoor. Tu avais lancé un appel en proposant à la fin de la vidéo une proposition à l'État sur la défiscalisation des licences pour les ménages. Donc on a une question qui revient assez souvent au club, où en est la fédération ou le club
sur une potentielle prise de décision sur le remboursement des licences? Alors nous concernant, la position elle est assez simple. Le remboursement des licences est impossible. D'abord parce que les charges fixes, elles ne se sont pas arrêtées. Il y a des charges de salaire, voilà, il y a des charges de vacataires. Donc ces charges-là, elles ne se sont pas arrêtées. Ensuite, la fédération, le territoire et le comité ont déjà fait quelques aides et le président de la fédération, Philippe Bana, a annoncé une enveloppe d'aide aux alentours de 5 millions d'euros vers les clubs, les comités et les ligues. Donc nous verrons ce que ça produira comme effet sur le prix des licences, sur l'achat de matériel. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on adhère à une association, c'est pas juste pour prendre une licence sportive, consommer, voilà, c'est qu'on croit en son asso, qu'on y est attaché. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de demande de remboursement de licence. Ça pourra peut-être arriver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours quand même assuré la continuité pédagogique dès que ça nous était autorisé. Donc pour moi, on a fait le nécessaire dans tout ce qu'on pouvait faire pour permettre aux jeunes notamment de continuer à s'entraîner, dans d'autres conditions, mais de continuer à s'entraîner. Dès que les salles ont été réouvertes, on a proposé de l'entraînement. On l'a même fait pendant les vacances de Noël alors que d'habitude on s'arrête. Voilà, donc dès qu'on pourra, on proposera des choses. Ensuite, il faut savoir que nous, la licence la plus élevée, c'est 107 euros, je crois. La plus basse, pardon, c'est 107 euros. Et la plus élevée, c'est 163 euros. Avec une veste, celle que j'ai sur moi, comprise dans le prix de la licence, qui est la veste qu'on paye à notre équipementier 30 euros TTC. Donc voilà, vous enlevez 30 euros, ça fait 70 euros à peu près pour la licence la plus basse et 130 euros pour la licence senior. Donc quand on prend une licence à l'année, alors sur les seniors, quand on s'entraîne 2 à 3 fois semaine, avec un cadre diplômé, avec des maillots, des shorts, des bouteilles d'eau en match, des conditions d'entraînement qui sont vraiment à faire pâlir certains clubs de bon niveau, ou pour les jeunes quand on s'entraîne 1 à 2 fois aussi avec des techniciens diplômés puisque tous nos entraîneurs sont allés en formation quasiment. Bon, je pense qu'on ne peut pas, pour moi, exiger grand chose. Maintenant, effectivement, il y a des ménages pour qui c'est compliqué de prendre 1, 2, 3 licences quand on a un parent qui joue ou des enfants qui jouent. On a toujours répondu aux gens qui étaient en difficulté, donc c'est pas vraiment un souci, on pourra le faire. Maintenant, on ne peut pas généraliser le remboursement des licences, c'est quasiment impossible. Et la fédération, comme les autres institutions, à mon avis, ne pourront pas le faire. Il faut voir aussi cette adhésion comme une aide au club, un soutien au club. On en parlait tout à l'heure, peut-être un don au club. Mais voilà, la structure fera tout pour reprendre l'activité dès que ça sera possible. On réfléchit aujourd'hui avec les dirigeants, pour ceux qui ont été licenciés cette année, à faire peut-être une licence moins chère la saison prochaine. Bon, il faudra voir où sont nos finances, où on en est, quelle équipe aussi sera réélue, puisqu'on est en fin de mandature, qu'il va y avoir soit une reconduction de l'équipe actuelle, soit une nouvelle équipe, peut-être avec des nouveaux dirigeants. Voilà, moi je suis aussi en fin de contrat, donc est-ce que les dirigeants vont vouloir me conserver ou pas? Il y a plein de questions qui vont se poser dans les semaines et les mois à venir. Voilà, mais effectivement, pour moi aujourd'hui, avec un coût de licence aussi faible, quand on voit les services que l'on fournit dans des saisons classiques, ça serait à mon avis malvenu et pas très respectueux aujourd'hui de demander aux dirigeants, bénévoles notamment, de rembourser la licence. En effet, comme tu l'as dit, on a toujours maintenu une activité pédagogique, que ce soit sur un stade de foot en bas au stade Ramon-Bon ou actuellement au stade Vélodrome. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, on va faire face à des semaines très compliquées. Des annonces vont sûrement être faites milieu de semaine ou fin de semaine. Donc ça va venir entraver aussi la saison qui est en cours. Ça a déjà été fin août, début septembre, pour les seniors, même pour les jeunes. Peux-tu nous dire où en sont actuellement les projets du club dans cette période remplie d'incertitudes et une saison qui, comme tu l'as dit, ne risque de ne pas reprendre, voire d'être terminée pour certains? Alors nous avions rédigé, et d'ailleurs les dirigeants actuels ont été élus sur un projet
Un projet qui allait de 2018 à 2022, qui était sur 4 ans. On était très en avance sur certains projets. L'an dernier, je l'ai dit, sur les entraîneurs, parce que tout le monde était allé en formation. On avait récupéré Jérôme, qui malheureusement est parti dans le sud-est sur un poste de... Bon, malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, sur un poste de conseiller technique fédéral. Des entraîneurs ont arrêté, mais parce que voilà, je l'ai dit, c'est le plus grand risque, c'est qu'ils se sont habitués à faire autre chose et qu'ils ont découvert qu'on pouvait vivre ça en handball. En tout cas, eux l'ont découvert. Moi, il me tarde qu'on reprenne. Donc sur le projet du club, on était en avance sur les seniors avec la montée en pré-nationale l'année dernière, puisqu'elle était prévue plutôt pour cette fin de saison. Voilà. Sur le projet jeune, on a avancé. Sur les partenariats, on a explosé les chiffres qu'on avait prévus sur le projet initial. Donc maintenant, ces projets-là, ils étaient en cours, ils sont encore en cours. Mais on arrive en fin de mandature, donc il va falloir réécrire un projet pour 3 ou 4 ans. Donc c'est soit les dirigeants actuels qui vont se représenter. J'espère qu'il y aura de nouveaux dirigeants pour impulser une nouvelle dynamique encore, notamment des plus jeunes. Moi j'ai des projets plein la tête. Maintenant, d'abord il faudra que les dirigeants souhaitent me conserver. Ensuite il faudra que les dirigeants aient envie de faire de nouveaux projets. On sait qu'à la sortie de cette période de crise sanitaire, ça va être très compliqué et il va falloir s'accrocher. Voilà, aujourd'hui on ne sait pas encore de quoi trop demain est fait, mais je pense qu'il faut positiver. Il faut voir que ce club en quelques années a énormément avancé dans sa structuration, dans l'entraînement des équipes seniors, dans l'entraînement des équipes de jeunes. Sur la formation, il faut maintenant revenir un peu en arrière et donc reformer des gens, peut-être recruter des entraîneurs aussi, remettre de la compétence. Il y a un élément important, c'est qu'aujourd'hui il nous faudrait un salarié à plein temps, un éducateur sportif. On a été aujourd'hui en discussion avec le centre de loisirs de la Cobas où voilà, on pourrait intervenir. Il y a le travail dans les écoles aujourd'hui où on n'intervient plus, le travail peut-être dans le collège, les collèges. Donc c'est vrai que si on avait aujourd'hui un salarié, ça serait une bonne chose. Il y a le poste de développeur commercial que tu occupes aujourd'hui en apprentissage, mais qui pour moi est essentiel. On le voit sur le suivi des partenaires, etc. Moi, je ne pouvais plus tout gérer sur le partenariat. Voilà. Et puis après, il y a les projets donc, de formation de nos équipes, de ramener nos équipes de jeunes au meilleur niveau départemental, voire régional. Sur les seniors filles, on a une bonne génération de filles qui arrivent de moins de 18. Il leur faudra un peu de temps, encadrées par des plus anciennes. Peut-être elles sont montées en pré-région et peut-être pour les faire monter en excellence régionale dans 3-4 ans. Voilà, en accompagnant les plus jeunes. Et puis le projet, bien évidemment, des seniors garçons vers la Nationale 3. Bon, il faut voir si ce projet est encore viable dans les conditions sanitaires dans lesquelles on est. Je pense que oui. Je pense qu'on peut réussir avec la génération que nous avons et les quelques joueurs et potentiels de la génération qui arrive derrière construire quelque chose en recrutant aussi des joueurs à l'extérieur parce qu'il ne faut pas être utopique, il faut quand même qu'on se renforce avec des joueurs venant de l'extérieur comme on l'a fait d'abord avec Khaled Goumal, mais cette année avec Lucas et Johan notamment, avec Nico, avec Gaëtan. Voilà, donc des projets, on en a plein. Il y a le projet du beach handball aussi qui est un projet important parce que on a des plages, on a un site de beach à la plaine des sports de la Thèse qui est magnifique qu'on pourrait utiliser un peu plus. Voilà, donc il y a ces projets sur le beach aussi de réussir à monter une équipe de beach, peut-être pour des équipes d'aller faire un tournoi en Espagne. On réfléchit à ces projets-là. Voilà, il va falloir voir ce que les prochains dirigeants vont avoir envie de faire et ce que nous, on va pouvoir impulser comme idée. Donc oui, c'est sûr, Louis, comme tu le dis, les projets sont toujours en cours et même c'est de belles opportunités pour les amener à venir. Donc on va tout faire de notre côté pour continuer à s'engager dans cette voie-là. Donc ce sont de bonnes notes positives. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter pour terminer cette interview, que ce soit à tous nos licenciés, à tous nos bénévoles, tous nos partenaires, tous nos supporters? Est-ce que tu as un petit mot pour leur faire passer? Oui, bien évidemment. D'abord un mot aux licenciés. Voilà, comme on l'a fait ces derniers mois, on va se battre pour pouvoir permettre la continuité de l'activité, qu'elle soit ici dans cette salle, dans les salles de la Teste ou à l'extérieur. C'est essentiel pour nous de pouvoir assurer cette continuité pédagogique, je le redis.
À nos entraîneurs, les remercier de leur investissement parce que c'est vrai que dans des conditions pas faciles, ils ont toujours répondu présent pour assurer l'entraînement des jeunes, voilà, même sous la pluie par moment. À nos bénévoles, leur dire que même si aujourd'hui ils font d'autres choses, on va avoir besoin d'eux à la reprise et qu'on a besoin d'autres bénévoles. Donc forcément, on a besoin que des gens nous rejoignent. À nos supporters, alors je pense au clan des hooligans, mais bien évidemment, il me tarde comme beaucoup de revenir dans la salle, de rejouer. C'est aujourd'hui ce qui me manque le plus, je l'ai dit, c'est le managerat qui me manque le plus et de retrouver ces ambiances comme on a pu le vivre contre Bayonne ici sur le seul match qu'on a pu jouer. Remercier nos partenaires bien évidemment pour leur soutien parce que très peu d'entre eux se sont désengagés. La majorité se réengage avec le même montant financier, donc c'est une satisfaction pour nous, aussi une reconnaissance pour le travail qu'on fournit avec eux. Remercier les partenaires institutionnels, les deux mairies d'Arcachon et de La Teste, bien évidemment, qui ont, en plus de maintenir les subventions publiques, se mettent en quatre pour trouver des solutions. Là, je pense notamment à la mairie d'Arcachon, le service des sports et son élu, M. Hersfeld. Dès qu'on a eu une demande, ils ont tout de suite étudié la demande et répondu en plus favorablement à ce qu'on souhaitait. Donc c'est vrai qu'on a pu, comme ça, tu l'as dit tout à l'heure, s'entraîner à Ramonbon, maintenant s'entraîner au Vélodrome. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif. Il va falloir s'accrocher parce que l'activité qu'on a connue telle qu'elle était, on ne la reconnaîtra pas de la même manière. Et donc il va falloir s'adapter énormément et puis retrouver le goût d'être ensemble. Et il nous tarde tous de nous retrouver dans la salle, nous retrouver au clubhouse après pour profiter de ces après-matchs. Voilà, je pense qu'il faut rester positif même si la période est compliquée. Il faut croire en ce club, il faut croire en notre club. On n'est pas à la fin de l'histoire, bien au contraire. Et j'espère qu'on va pouvoir écrire encore de belles pages de ce livre. Merci à toi Louis. Merci Théo.